tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai beaucoup lu. J'ai bien lu. J'ai lu pas mal de choses assez différentes. Je vais vous parler également du festival Polar à la plage qui a eu lieu ce week-end. Je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Je vais même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Une anecdote absolument lunaire. Tu te dis, c'est impossible que ça arrive. Et pourtant, si, ça arrive. Donc, je vous explique tout ça après le point lecture. Donc, restez bien en fin de vidéo si vous voulez une petite anecdote croustillante. Donc, cette semaine, j'ai commencé à piocher dans ma pile à lire du challenge de Séverine Paye ton slip et j'ai commencé avec Noir comme l'orage de Sonia Delzong, publié aux éditions Fleuve Noir, que j'ai lu en lecture commune avec mon copain Jérôme du compte GG Bookin, que je présente plus sur cette chaîne. Alors ici, le roman va débuter avec un gros orage qui va éclater au-dessus, je crois que c'est au-dessus de, à la fois de l'île de Ré et de l'île de Léron. Un gros orage va éclater sur cette région. Et à la suite de cet orage, on va retrouver en plusieurs endroits 7 cadavres, je crois. Oui, c'est ça, 7 cadavres dans 4 lieux différents, tous tués de la même manière, a priori foudroyés par la foudre. Enfin, vous me direz, foudroyés, c'est normal que ce soit par la foudre. Bref, ils ont été foudroyés et ils sont morts comme ça. Alors, dans des mises en scène assez costauds quand même. Et donc, c'est le capitaine Max Fontaine qui va être dépêché sur les lieux et qui va prendre en charge cette affaire. On va tout de suite connaître quelques éléments de la vie privée de Max. Je ne vous dirai pas lesquels. Je vous laisse le découvrir. Ça rend le personnage assez intéressant. Pour moi, néanmoins, je trouve qu'il était très torturé quand même comme garçon. Peut-être même un poil trop torturé. En revanche, la balance est faite avec son collègue Thomas, collègue et ami. Lui, par contre, là, Thomas, il est extrêmement normal, d'une normalité banale, j'ai envie de dire, mais ça compense le côté un peu trop torturé de Max et ça équilibre le duo. Dans ce roman, on va quand même apprendre énormément de choses sur l'orage, sur comment il se forme, sur toute l'étude qui est faite sur les personnes qui ont été foudroyées et qui ont survécu. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et je sais que voilà, Sonia Delzong, à chacun de ses romans, quand elle étudie un sujet, elle est quand même journaliste à la base et ça se sent, on sent qu'il y a un énorme travail journalistique qui est fait derrière et ça alimente l'intrigue, ça alimente ses romans. Je trouve que c'est extrêmement passionnant de bout en bout. On a des personnages extrêmement complexes là-dedans, extrêmement torturés. Il n'y a pas que Max qui est torturé là-dedans. Il y a également une enquête parallèle à l'enquête des foudroyés. Une enquête qui touche Max de très près. Et autant vous dire que autant j'ai rien vu arriver sur la première enquête, autant sur cette enquête parallèle, j'avais deviné le comment du pourquoi. Je vous laisse vous-même découvrir. J'ai trouvé ce roman extrêmement passionnant. C'est Patch Turner. La plume de Sonia Delzong, elle est extrêmement addictive. Elle est incisive. Elle est... voilà, elle fait que vous tournez les pages et vous voulez savoir la fin. C'est vraiment un très bon thriller. En plus de ça, je vous raconte pas, mais quand je l'ai terminé le lendemain chez moi, il y a eu un énorme orage.
Autant vous dire que j'étais pas hyper fière, hein. J'étais pas hyper fière. Encore plus de ça, j'étais à l'extérieur, j'étais pas chez moi. J'étais pas hyper fière, hein, quand même. Hein. J'ai un petit peu serré les miches. Donc, autant vous dire que une fois après avoir lu ce roman, vous ne verrez plus les orages de la même manière, croyez-moi. Mais si vous voulez un bon thriller extrêmement prenant sur un sujet peu commun, eh bien foncez sur Noir comme l'orage. Ensuite, j'ai écouté cette semaine un livre audio, ce sont Les Dames de guerre, le tome 1, Saigon, de Laurent Guillaume, publié aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Si mes souvenirs sont bons, je vous mettrai la petite vignette ici. Je suis en train de récupérer le nom de... de chercher le nom de l'héroïne. Bref, c'est pas grave. Le pitch, on est en 1950 et des brouettes, on est en pleine guerre d'Indochine, les États-Unis, la France et d'autres nations sont en guerre avec les Chinois sur ce territoire un peu particulier du Laos, du Vietnam, de la Cochinchine. Et le roman s'ouvre avec un reporter de guerre qui suit un bataillon de l'armée américaine. Et malheureusement, ce reporter va être tué durant une intervention. Et quand son journal apprend cette triste nouvelle, bon, évidemment, ils sont effondrés de ce qui s'est passé, mais du coup, ils n'ont plus personne pour couvrir l'événement. Et autant dire que les volontaires ne se bousculent pas au portillon. Et c'est là que va entrer en scène notre héroïne. Je crois que je ne sais plus si c'est Carole ou Caroline. Il me semble que c'est Caroline. Alors Caroline, elle est journaliste dans le même journal que ce grand reporter, sauf qu'elle est dans la rubrique un peu lifestyle. Bon, voilà, c'est une reporter féminine, et autant dire qu'en 1950, les reporters féminins étaient un peu plus cantonnés au niveau de la mode, la cuisine, lifestyle, machin. Donc absolument pas un reporter de guerre, bien que il y en ait eu quelques-unes à l'époque, et ça, l'auteur nous le dit en fin de roman. Bref, ceci n'est pas le sujet. Donc, Caroline se propose, pour remplacer Robert, le journaliste tué malheureusement pendant cet événement. Et, contre toute attente, sous les rires et colibets de ses collègues journalistes, le patron du journal accepte de l'envoyer là-bas. Et donc, va commencer pour elle le début d'une grande aventure en tant que journaliste de guerre. Et là, elle va découvrir que la guerre, c'est moche, ça pue, c'est dégueulasse, y a des morts, on fait des choix pas toujours très sympas, on fait des choix pas toujours un peu à la limite de la légalité, et elle va découvrir vraiment tout l'envers du décor de cette guerre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir cet œil féminin dans ce monde d'hommes plein de testostérone. Et à un certain moment, on le sent hein, quand même que c'est un univers rempli de bonhommes. Hein. La pauvre, elle est dans un camp et on sent bien toute la testostérone qu'il y a. Après, surtout, un passage en forêt où il y a eu une bataille qui a été remportée par les Américains, et on sent que les hommes, ils sont contents. Hein, et elle est là, pauvre petite chose, en plein milieu de cette testostérone. Alors, oui, pour certains, il y a quand même des clichés gros comme des maisons. La pauvre femme perdue dans cet univers de testostérone. Voilà, l'humain est faible et elle va avoir des petites aventures de ci, de là avec certaines personnes. J'ai trouvé ça un peu gros. Bon, j'ai un peu levé les yeux au ciel à ce moment-là, mais voilà, ça reste pour ma part assez anecdotique sur tout ce qui se passe dans le roman. On est un peu aux prémices de l'entrée en guerre des États-Unis avant la guerre du Vietnam. On est vraiment
un petit peu avant. On est voilà dans l'époque encore coloniale de l'empire colonial de la France, dans cette partie du monde. On apprend beaucoup de choses sur la géopolitique, on apprend énormément de choses sur cette guerre du Cochinchine qui s'est passée, qui a eu lieu dans les années 50. Voilà, on voit tout ça. Laurent Guillaume a fait un très gros travail de recherche. Moi, j'ai connu Laurent Guillaume en tant que auteur de romans policiers. Là, il s'essaye un peu dans un roman pseudo d'espionnage de guerre. Voilà, ça ravira les amateurs du genre. Moi, j'ai retrouvé sa plume extrêmement riche, extrêmement bien documentée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il a fait beaucoup de références à plusieurs auteurs américains, comme il le dit en fin de roman. Alors, Les Dames de Guerre, Saigon, c'est le tome 1. C'est une saga. Je pense que je lirai le suivant parce que j'ai envie de voir comment l'auteur va poursuivre cette saga. Franchement, c'était une très bonne surprise. À l'audio, c'est passé vraiment nickel chrome. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais voilà, c'est assez divertissant. On apprend énormément de choses et ça, c'est toujours extrêmement plaisant d'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, j'ai changé complètement de registre. Je suis passée dans La Bresse Brigade Surcouf et Cool, le tome 5, donc de La Bresse Brigade, de Momalo, publié aux éditions Les Escales. Alors, dans ce roman, on se retrouve dans le tome 5 des aventures de La Bresse Brigade, composée de Maggie, Louise et Enora Corrigan. Et ici, l'intrigue va être basée sur un des plus grands marins qui est né à Saint-Malo. Il s'agit de Surcouf. Dans ce roman, il y a une troupe de théâtre dont la représentation va être la vie de Surcouf, et il y a un bateau qui est loué, la réplique du fameux bateau de Surcouf qui a coulé en rade de Saint-Malo en 1500 et des bananeraies. Je vais vous dire exactement la bonne date. Et il m'a pas mis la date, le cochon. En 1800 et des brouettes? Non. Ouais, on est en 1800 et des babuches. Et donc, on a tous les acteurs de cette pièce de théâtre qui se trouvent sur le bateau. Et là, catastrophe, le bateau coule avec tous ces passagers à bord. Ils sont tous récupérés sains et saufs sur la plage, tous sauf un. On s'aperçoit que l'acteur principal de la pièce de théâtre a disparu. Et donc va commencer l'enquête sur la disparition de ce fameux acteur de cette fameuse pièce de théâtre. Alors bien évidemment, la Bresse Brigade n'est jamais loin, car quand le sauvetage des passagers du Renard, de la frêle esquif ici, de la réplique du bateau de Surcouf a lieu, Maggie Corrigan est au large de Saint-Malo, car elle a eu des informations par un informateur mystérieux sur le lieu où le bateau de son premier mari a fait naufrage. Ça a toujours été un mystère. Le bateau de Constant a fait naufrage, sauf qu'on n'a jamais retrouvé ni le bateau, ni le corps de Constant Corrigan. Et là, l'informateur de Maggie lui a dit que le bateau avait fait naufrage, non pas là où tout le monde pense depuis 20 ans, mais bien ailleurs. Et donc, elle essaye de retrouver le lieu du naufrage. Et comble de malheur, c'est pile poil dans la zone où le renard a fait naufrage. Donc, on en est là au début du roman. Et va commencer l'enquête, une enquête parallèle, l'enquête sur le naufrage du renard et bien sûr l'enquête sur le naufrage du bateau de Constant Corrigan. Et on va retrouver une Bresse Brigade à fond les ballons sur les deux terrains. J'ai beaucoup aimé ce tome 5.
J'ai l'impression... Alors, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Dans ce roman, on va en commencer un autre, parce que vu la fin, vu ce qu'on nous raconte à la fin, on n'est pas au bout de nos surprises, un autre mystère nous attend. Bon, l'enquête est classique. Voilà, on apprend des choses sur la victime, qui est peut-être pas si blanc-bleu qu'on voudrait bien nous le laisser paraître. L'enquête est classique, mais tout le piquant, j'ai envie de dire, de ce roman, c'est les enquêtes parallèles menées par la Brest Brigade. Et sur les personnages qui évoluent au fil des tomes. Là, j'ai toujours trouvé que Louise était... la fille de Maggie Corrigan était extrêmement effacée comme personnage. Et ça fait plusieurs tomes qu'elle prend un petit peu le pouvoir, Louise. Et c'est encore plus vrai dans ce tome 5. Franchement, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais voilà, si vous voulez un roman policier rafraîchissant, qui sent bon les embruns, qui sent bon le bignou, qui sent bon les galettes et le cidre, et ben foncez sur la Brest Brigade, vous passerez un excellent moment. Les romans sont toujours très courts. Là, il fait 277 pages, mais ça se lit vraiment tout seul. Voilà. Donc, pour le point lecture, c'en est terminé pour ce point lecture. Donc, je vous disais en préambule de cette vidéo que ce week-end se tenait le festival Polar à la plage. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le répète, je fais partie de l'association qui organise ce festival tous les ans. En tant que bénévole, et j'y étais toute la journée de samedi. J'ai aidé voilà, un petit peu à l'installation des tables et de toute l'organisation pour le samedi. Et j'ai acheté 2 romans. J'ai été extrêmement raisonnable. Bon, j'en ai acheté un 3e, mais c'était pour mon père, pour sa fête des pères. Donc je peux pas vous le montrer parce que je lui ai déjà donné dimanche. Donc, j'ai acheté Jour de ténèbres d'Alain Decker, publié aux éditions Pocket. Donc voilà, il a reçu le Grand Prix des enquêteurs. Et en fait, quand l'auteur me l'a dédicacé, je me suis dit, en fait, j'achète le bouquin, mais uniquement pour sa couverture. Parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc, on est à San Diego, en Californie. Alors qu'un brouillard opaque et oppressant s'abat sur la ville, une autre menace humaine, celle-ci, sème la panique. Le corps d'une jeune Suédoise fraîchement débarquée à l'université internationale est retrouvé sauvagement mutilé, première pièce d'un puzzle obscur et sanglant. Avec l'aide d'Alex Craddock, son coéquipier, et de Sue Baker, sa compagne journaliste, le lieutenant Elvis Cochrane se lance à la poursuite de Fogg, un tueur en série féru d'histoire des États-Unis qui semble avoir toujours une longueur d'avance. Le compte à rebours commence. Voilà, on en est là. Je vais complètement à l'inconnu avec ce roman. J'ai très envie de le lire. Donc je pense qu'il va peut-être y passer cet été. Voilà. Verdict cet été. Donc si vous voulez avoir des news, eh ben, suivez-moi cet été. J'ai également acheté Les loups et l'agneau de Christophe Dubourg aux éditions Magnus. Il a reçu le prix découverte des mines noires 2018. Je suis l'auteur depuis de nombreuses années et pourtant je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu ses romans. Ce que je lui ai dit en plus, il me dit, bah tu vois, il y a un début à tout. Il n'est pas rancunier le gars. 1981, Borg traque sans relâche sa princesse, la toute jeune fille qui saura lui apporter la pureté et l'innocence auxquelles il aspire tant. Mais invariablement, ses proies qui l'entraînent dans les méandres boueux des égouts de sa ville le déçoivent. Pour multiplier les chances de trouver enfin la perfection, Borg décide d'élargir son champ d'action en gagnant Caen. Il y rencontre Jean, ancien mercenaire rongé par les fantômes de son passé et chargé d'un contrat sur Robert Chevalier, un homme marié et père d'Alice, 8 ans et demi. Mais le tueur d'élite ne se doute pas qu'à son tour, il va devenir une proie. C'est extrêmement obscur ce résumé, mais j'ai très envie de le découvrir, d'autant plus que ma copine Cécile a adoré. Donc elle est toujours de très bons conseils. C'est pas pour rien que c'est ma copine d'ailleurs. Et ben, j'ai très hâte de découvrir la plume de Christophe. Et donc, il m'est arrivé un truc absolument lunaire.
ce week-end. J'étais au stand de la boutique des encres noires où on vend quelques goodies hein, pour faire vivre un petit peu l'association, parce qu'on est quand même une association de bénévoles. Et faire rentrer un petit peu de sous dans les caisses de l'association, ça ne fait pas de mal, comme on dit. Donc on vendait des t-shirts, des mugs, des stylos, des cartes postales, des marque-pages, des recueils de nouvelles et des CD. Et donc, on vendait donc des recueils de nouvelles, car on organise tous les ans un concours de nouvelles. Voilà, les gens participent, on reçoit les nouvelles, on les lit et on élit les 5 meilleurs. Et les 5 meilleurs sont publiés chaque année dans un recueil. Donc, on vendait le recueil de cette année, le recueil de l'année dernière et le recueil d'il y a 2 ans. Et donc, il y a un jeune homme qui arrive le samedi après-midi. Il décide d'acheter le recueil de l'année dernière. Donc, voilà, il arrive avec son livre. Je l'encaisse. Et là, il reste devant moi avec son recueil de nouvelles, hein, comme ceci. Et il me sort, est-ce que vous voudriez bien me le dédicacer? Je tombe un peu dénue. Et là, je lui réponds, alors, oui. Mais alors, comment vous dire que moi, perso, j'ai rien écrit dedans, hein, j'ai pas écrit de nouvelles. C'est pas moi qui ai écrit les nouvelles. J'ai rien écrit du tout. Il me dit, oh, mais c'est pas grave. Je dis, enfin bon, je suis un peu gênée quand même. Et il m'a dit, mais oui, mais bon, c'est normal, vous le vendez, c'est normal que vous le dédicaciez. Oui, certes. Et là, il me sort un argument imparable. Il me dit, oui, mais bon, à côté, voilà, les gens, ils vendent leurs bouquins et ils les signent. Alors, j'ai dit, oui, à la toute petite différence près que eux, ils ont écrit les bouquins. Pas moi. Bon, alors, je le voyais que ça lui faisait extrêmement plaisir, que ça lui tenait absolument à cœur, que je lui signe son recueil. Donc, j'ai accepté, je lui ai demandé son prénom et je lui ai dédicacé son recueil. Le jeune homme est reparti absolument ravi. Je lui ai refait sa journée. Moi, pour ma part, j'ai fait peut-être la seule et unique dédicace de toute ma vie. J'en ai eu une petite larme à l'œil. Mais franchement, j'ai beaucoup ri. Et franchement, c'était absolument lunaire. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais franchement, voilà, il n'y a que là-bas, il n'y a que sur des salons comme ça qu'on peut vivre des choses comme ça. Donc voilà, vous savez tout. Je suis peut-être une autrice en devenir ou pas. Mais en tout cas, j'ai fait ma première dédicace de toute ma vie. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à partager également votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!